L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto et bonne année. Salut les gars. Salut. Bon, il s'est vendu beaucoup de véhicules électriques au mois de décembre dernier. On comprend pourquoi. On a souvent parlé du Chevrolet Equinox EV, là, mais il s'en vendait plus de 120 par jour au Québec en décembre. C'est quand même quelque chose. Ça constitue une ruée. On va revenir un peu plus tard dans l'émission sur des bilans de vente de 2024 parce que c'est intéressant de constater qu'il y a certains constructeurs qui sont actuellement en fort déclin à l'échelle mondiale, qui ont plutôt bien performé chez nous. On va faire un segment Stellantis pour rassurer tout le monde. Si c'est nécessaire, bien sûr. Mais on va commencer avec quelques actualités et je te dirais que le CES nous a impressionnés du côté de chez Honda avec le dévoilement de 2 véhicules et une plateforme technologique qui est pas mal plus concrète que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, là. Ben, on n'a pas beaucoup de détails techniques, en fait, sur les véhicules qui ont été dévoilés. C'est juste qu'on se rapproche vers les véhicules de production parce qu'on dit on a dévoilé un utilitaire et un saloon, là, qui est comme une berline, là, si on veut. L'utilitaire devrait arriver en premier. Le VUS 0, là. Ouais. VUS 0, exactement. Et le 0 saloon, qui est la berline, devrait arriver vers la fin 2026. Fait qu'on se rapproche de véhicules de production là, électriques là, de ce côté-là chez Honda. Évidemment, il y a beaucoup de choses là, qui arrivent chez Honda. On va en parler tantôt avec Nissan, etc. C'est au CES, donc on parle beaucoup de technologie. On a emprunté le nom Asimo pour baptiser le système d'exploitation, l'informatique là, qui va gérer ces véhicules-là. Donc, Asimo, si vous vous rappelez, là, dans les années 90, je pense que c'était le robot. C'était le robot là, futuriste qui était exactement qui était chez Honda. Donc là, maintenant, ben, Asimo a pris la forme d'un système d'exploitation, un système d'opération pour ces véhicules-là. Puis c'est à peu près l'information qu'on a, à part là, les images là, que vous voyez à l'écran là, du saloon qui est l'espèce de berline là, qu'on a dévoilée. Mais ce qu'on sait, c'est que cette technologie-là, cette plateforme électronique Asimo risque d'être intégrée dans plusieurs futurs produits Honda au cours des prochaines années. Pas qu'on est en retard de ce côté-là en ce moment, mais disons que au point de vue graphique, puis au point de vue écran, puis technologie embarquée, Honda n'est pas nécessairement à l'avant-garde en ce moment. Et je parle pas de conduite semi-autonome, parce que ça, c'est une autre dimension, là. Mais Honda, évidemment, nous, on avait eu la chance d'aller au Japon un peu plus tôt cette année pour voir sur quoi ils travaillaient. Et essentiellement, là, ce qu'ils veulent faire, c'est un environnement virtuel qui va te permettre de faire plusieurs trucs en même temps, que le véhicule se conduise de lui-même. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chemin à faire avant de se rendre là où ils veulent se rendre. Mais je pense beaucoup de chemin côté réglementation aussi pour que ça arrive au Canada. Là, mais le système d'exploitation qu'on va installer à l'intérieur de ces véhicules-là et qui risque de se propager dans la grande famille Honda, ça, c'est une bonne nouvelle parce que Honda en a vraiment besoin. Et quoi de mieux que le CES, Consumer Electronics Show, pour dévoiler ça. Ce qui est drôle, c'est que en collaboration avec Sony, Honda a aussi dévoilé une voiture qui, elle, est très concrète puisqu'elle commence à être commercialisée sur le marché californien et uniquement sur le marché californien pour l'heure. Et ça, c'est une berline de luxe qu'on appelle la Afeela, une voiture qui est fabriquée en collaboration, bien sûr, avec Sony, mais dans l'usine de Honda en Ohio, 100% électrique, batterie de 91 kWh. Je sais pas trop comment la situer, la positionner, mais on annonce un prix à 89 000 US. Écoute, on se situe dans les grandes berlines de luxe, là, comme les séries 7, Taycan, etc. Et ça va jusqu'à 100 quelques mille dollars là, pour le modèle plus cossu. On parle de 480 km d'autonomie là, avec la batterie que tu as mentionnée. C'est pas révolutionnaire non plus. On peut aller chercher beaucoup plus d'autonomie dans des véhicules qui sont déjà sur la route. Donc, c'est une plateforme
plateforme technologique, hein, comme on dit tantôt, on veut mais faire qui n'a rien à voir avec celle... C'était ça l'intérêt de s'allier avec Sony, c'est d'aller chercher justement leur expertise en termes de capteurs, de systèmes d'exploitation, d'électronique embarquée. C'était ça l'idée de l'association départ qui quand même commence à remonter à quelques années quand même. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est ce que je trouve curieux parce que d'un côté, on dévoile la Saloon avec une plateforme qui lui est propre, avec une technologie qui lui est propre, et de l'autre côté, on a travaillé en collaboration avec Sony pour un autre véhicule qui serait en directe compétition avec la Saloon. Oui, puis tu vas avoir une longueur d'avance, là, parce que... tu sais, déjà... Fait que là, j'essaie de comprendre... Bon, est-ce que c'est une plateforme qu'on va utiliser ailleurs chez Honda ou est-ce que c'est exclusif à cette voiture-là? Moi, je pense que le projet, comme on a dit, ça fait des années qu'on en parle, ça a pris du retard et ils se sont retrouvés dans une situation où à un moment, il fallait suivre le développement technologique des autres et se dire, bon, bah ok, on fait la plateforme 0. La FILA, on a signé des contrats, on va aller au bout et puis on verra bien ce qui sortira de ça. Il y a aussi le fait qu'il y a le marché en Chine là, qui est intéressant. Ces constructeurs-là sont un petit peu en arrière avec les constructeurs chinois qui sont très agressifs. On veut dévoiler des trucs à ce marché-là pour être capable d'embarquer un peu sur cette vague-là. Puis, en Chine, les véhicules sont peu dispendieux. Là, on veut visiblement s'attaquer à un créneau qui est plus premium, qui est plus de luxe. Peut-être pas nécessairement que les petits constructeurs, les gros constructeurs chinois qui font en ce moment des véhicules très abordables, peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement dévoilé des trucs dans ce sens-là. Donc, on veut peut-être je veux bien, ça, sauf que la FILA One... tu regardes ça, puis honnêtement, là, c'est aucunement inspirant sur le plan du design. C'est assez générique. Tu vois que ça a été conçu pour l'aérodynamisme. Tu sais, il y a rien de prestigieux, il y a rien de très, très inspirant sur ce produit-là. C'est offert en gris, noir, blanc seulement. Tu sais, je veux dire, pour vrai, je la vois pas, là. Non, pas de suite, là, on n'a pas fini. J'ai très, très hâte de voir si ça demeure un produit à vocation expérimentale que pour le marché californien, on aura compris que l'objectif est de collecter de l'information. C'est du data. Mais si on a l'intention d'élargir les ventes de ce produit-là à l'échelle nationale américaine puis de l'amener ici, je vois pas comment. Je veux dire, ça va être compliqué. Est-ce qu'on a besoin d'une autre marque en plus d'Acura, qui serait à FILA avec Sony pour aller... Moi, je dis que poser la question, c'est y répondre. Dans une période où on est en train de discuter avec Nissan, qui a Infiniti, il y a quelque chose de pas logique dans tout ça. Il y a trop de monde dans la cuisine. Il y a pas mal de monde. Mais c'est ça. Alors, la seule chose qu'on dit, c'est que cette voiture-là aurait une conduite autonome assez poussée et que pour les 3 premières années, les locataires ou acheteurs de ce véhicule-là auraient un abonnement gratuit à cette technologie-là qui, après ça, serait à paiement. Oui, exact. Parce qu'on va probablement la faire évoluer par mise à jour infonuagique, puis etc., etc. En tout cas... le CES. C'est ça. Disons que côté passionnel, on n'est pas tout à fait là. Quelque chose d'un petit peu plus cool, par exemple, et ça, je suis content que ça revienne, c'est le Nissan Xterra. Bon, Nissan ne confirme pas encore la nouvelle, mais de source sûre, on sait que ça s'en vient. En fait, on a déposé un brevet pour réutiliser le nom aux États-Unis. C'est comme ça qu'on sait qu'en Amérique du Nord, ça va arriver, mais... Le véhicule a déjà été vu à l'extérieur, donc on sait que... Le véhicule existe. Ça devrait arriver fort probablement dans la prochaine année et ça sera forcément basé sur le châssis du Nissan Frontier. Alors, avec un look évidemment très aventurier, on veut aller rivaliser avec le 4Runner, on veut rivaliser évidemment avec les Broncos, ce genre de véhicule-là. Puis ça ramène sur la table la question de... Mais comment se fait-il que GMC n'a pas de Jimmy? On en a parlé souvent, mais bon. Avec le segment Stellantis, on va avoir le segment de cette question-là. On mais repose la question. C'est ça. Mais où est Jimmy? Mais où est Jimmy? Ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que le Xterra exploitera un V6 de 3,8 litres comme on le fait dans le Frontier ou est-ce qu'on va lui greffer le VC turbo de 2 litres? Ouais. Ou le V6 3.5 Honda.
Ouais. Non, je pense que... On n'est pas rendu là. Ça fait pas mal plus longtemps que ça qu'on travaille sur le... Ouais, non, ça arrivera pas. Mais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de propositions mécaniques chez Nissan. C'est ça. C'est soit le vieux V6, puis je pense qu'on va aller dans cette direction-là. On le souhaite. Ben, en fait... C'est parce que le V6 Turbo n'a aucun attrait dans ce segment-là. Là, ben, c'est pas juste ça. C'est que une question de coût de développement... c'est juste une autre carrosserie sur un châssis qui existe déjà, là. Ouais. Alors, ça sera pas... moi, je pense pas que ça va être un camion révolutionnaire, mais il y a une demande pour un produit comme celui-là chez Nissan. Et le Pathfinder n'étant plus ce qu'il était, ben, il s'est créé un trou dans la gamme Nissan à cause de ça. Fait que c'est une bonne nouvelle que ça revienne. Ce qui quitte le marché canadien, et ça, c'est un peu curieux. Ça l'est puis ça l'est pas. C'est la Kia EV6 GT. On s'était vanté d'avoir un véhicule de haute performance, 576 chevaux. Le V6 est un véhicule fort convoité. Bon, il s'est vendu à 6671 copies en 2024 au Canada, 2 fois moins que l'Ioniq 5. Ouais. Puis pas beaucoup de modèles GT non plus, là. Mais les GT ont été en pourcentage les moins populaires, forcément, parce qu'ils ne sont admissibles qu'au crédit fédéral, pas au crédit provincial, et parce que qu'est-ce que tu veux faire avec 576 chevaux dans un véhicule de même? De la drift, voyons. Tout le monde fait ça du matin au soir. Le problème, c'est le compromis sur l'autonomie. Aussi, tu payes le véhicule 70 000 $, prix de départ, tu as 350 km d'autonomie. Puis tu n'as pas de confort. L'attrait n'est pas là. C'est ça. Fait que je comprends que c'est performant, mais ça te coûte beaucoup trop cher en confort, en autonomie et en prix pour justifier l'achat d'un produit comme celui-là. Puis le V6 GT a été amélioré pour 2025 aux États-Unis. Nous autres, on ne l'aura pas, mais aux États-Unis, il va avoir 641 chevaux. Là, il va avoir essentiellement, une nouvelle batterie. Là, la nouvelle batterie chez Kia. Ça va être l'Ioniq 5N chez Kia. C'est pas plus dur que ça. On regarde le line-up, le catalogue de le V6, tu sais, Light, Wind, Land, GT Line, GT Limited. Je veux dire, il y avait du choix, là. Pas que, pour choisir le GT, là, ça prenait vraiment un client particulier. Puis je pense que, si tu regardes du côté de chez Hyundai avec l'Ioniq 5, on sait déjà que ça ne sera pas un véhicule à volume. On n'a pas de grosses intentions avec ça. C'est plus ce qu'on appelle dans le jargon un halo car. Tout à fait. Mais on n'a pas les concessionnaires en ont une ou deux, puis c'est à peu près ça. Ça. Alors, puis ça a été conçu pour ça, puis ils ont fait une bonne communication, je trouve, autour de ça. Ils ont amené les bonnes features, ils ont fait la bonne communication. Et je pense que ça a justement aidé au fait que, comme tu le disais, on s'est vendu quasiment 2 fois plus de Ioniq 5 parce que ça aide aussi un peu à l'aura du véhicule et se dire, voilà, elle est capable de faire ça. Donc le châssis... En même temps, il y a eu une question de disponibilité aussi parce qu'au moment où on se parle, il reste 3 semaines aux crédits provinciaux là, avant que ce soit aboli au 1er février. Il y a à peu près 2000 Ioniq 5 2024 disponibles au Québec pour livraison immédiate et il y a même pas 200 EV6. Fait qu'il y a un constructeur qui a quand même fait sa job un peu plus efficacement que l'autre. Là, tu vas me dire, oui, Hyundai a vendu 2 fois plus d'Ioniq 5, d'accord. Mais gérer les stocks, c'est un art aussi. Oh là! Il y en a un qui s'est pas fait prendre par surprise et l'autre s'est fait prendre par surprise. Je pense qu'on était très optimiste chez Hyundai. Ça a coûté cher aussi parce que Hyundai n'est pas un constructeur qui s'est démarqué en 2024. On va y revenir un peu plus tard. Mais ça a coûté cher aux ventes des autres modèles. Il y a beaucoup d'autres produits Hyundai qui ont vu leur vente régresser parce que toute la lumière a été mise sur l'Ioniq 5. Fait que, c'est un choix. Et chez Kia aussi, on est à peu près à la même place que l'année passée dans un marché qui a augmenté de 10%. Donc, les Coréens ne se sont pas particulièrement démarqués en 2025, mais en demeure pas moins que le V6, c'est un produit qui va recevoir des changements pour 2025. On ramène même une version propulsée à petite batterie, à 58 kWh. Donc, on avait ça au début, on l'avait retiré du marché, là, on ramène ça, mais avec une robe un peu redessinée, une nouvelle console centrale, bref. C'est un produit qui prend un peu de maturité, puis la version GT, coudonc, ça aurait été que de passage, mais je pense que personne va pleurer son départ. Non, je pense moi non plus.
Chez RAM, maintenant, on modernise le RAM HD. Le seul qui a vu ses ventes augmenter dans la famille RAM cette année. Des changements cosmétiques, petites améliorations au moteur Cummins, là, notamment. Oui, évidemment. Les changements cosmétiques, tu l'as mentionné, une calandre redessinée à l'avant. Mais c'est encore la vieille cabine. Encore la vieille cabine à l'intérieur. Mais c'est la même cabine qu'un RAM classique. C'est ça qu'il faut expliquer. Oui, c'est ça. C'est pas le RAM d'été, c'est le RAM classique, retravaillé sur le plan cosmétique. On l'a gardé sur le HD. Là. C'était ça qui était notable dans ce modèle-là. Quelques petites modifications en motorisation. On a encore le MI de 6.4 litres, qui n'est pas le plus gros vendeur. Là, je pense qu'on dit 30% des ventes là, du côté du RAM HD. Le MI, le Cummins, évidemment, là, qui est le plus gros vendeur. Plus de chevaux du côté du Cummins, un petit peu moins de chevaux du côté du MI, mais ça ne change pas vraiment les données. Là. On parle de capacité de remorquage là, de 23 000 livres. On augmente ça à 36 610 livres avec un col de cygne. Donc, c'est quand même un véhicule qui est capable de tracter. Mais on a 500 livres de moins avec le col de cygne, simplement parce qu'on a changé le rapport de pont là, à 3.42, qui devrait avoir un impact là, sur l'économie de carburant, on me dit à l'oreille qui est pas petite dans ce véhicule-là. On me dit à l'oreille que le gars qui est à la limite des capacités de remorquage avec son camion ne le remplacera pas pour un nouveau modèle parce que c'est ça. Il y a eu des changements. On s'entend-tu que ça, on joue sur des virgules. C'est vraiment juste pour dire qu'on a quelque chose de nouveau. Dans l'habitacle, c'est essentiellement la même affaire. On a un nouvel écran là, qui est juste changé de format. On a gardé le levier de changement de vitesse sur la colonne. Hein, les conducteurs de HD, c'était très important de garder ça. Donc, pour 2025, ça fait la même affaire. Puis, essentiellement, c'est pas mal ça pour ce véhicule-là. Bon. Et Volkswagen voit ses ventes redémarrer pour l'ID4. Ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, on a commencé, durant la période des fêtes, on a commencé à relâcher certains modèles, mais il reste encore plus de 1500 ID4 2024 à livrer au Québec. Wow. Au Québec, oui, dans la province de Québec. Et les 2025 cognent à la porte. Alors, tu sais, c'est un moment crucial pour Volkswagen. Et il y a des promos qui sont incroyables sur ce produit-là. Là. Allez voir ça en ligne, vous allez vous rendre compte que jamais un ID4 n'aurait été aussi abordable. Évidemment, vous achetez un 2024. Ce qui est intéressant, c'est que malgré l'arrêt des ventes de l'ID4 pendant même un peu plus de 2 mois chez Volkswagen, on a quand même vendu 8673 ID4 au Canada. Plus clair de ce nombre-là a été vendu au Québec. Fait que ça a été un véhicule très populaire chez Volkswagen. Et ça a contribué au succès de Volkswagen, qui est localisé au Canada, d'ailleurs. On va en parler tantôt. Qui est localisé au Canada, effectivement. Mais c'est pas le seul responsable. Vous allez voir qu'il y a d'autres produits qui se sont très, très bien vendus. En effet. Avant qu'on passe aux voitures anciennes avec Hugues, un petit mot sur le guide de l'auto qui revient à la télé ce week-end, le 11 janvier à 11h30 sur TVA. Et on va présenter, sans surprise, le véhicule qui a été probablement le plus populaire au Québec dans les derniers mois. C'est le Chevrolet Equinox EV. On essaie une version 2024, mais 2025, il n'y a pas bien de changement. Non. Le guide de l'auto. Hugues, aujourd'hui, tu me fais plaisir. Tu sais que c'est ma voiture de rêve. C'est l'ultime bolide que je souhaite me payer peut-être dans les prochaines années. Si ça continue pas à monter en flèche au niveau des valeurs, parce que c'est déjà quelque chose. On parle de la BMW Z8 qui a notamment été popularisée dans un des films de James Bond, mais un roadster fantastique. Là. Qu'est-ce qu'était la BMW Z8? Une auto de sport? Un élégant cruiser, un simple hommage au passé, un peu d'étroit. En réimaginant un classique, BMW espérait aller marcher sur les plates-bandes de la Mercedes SL, voire de Ferrari. Mais à force de vouloir jouer sur tous les tableaux, ça n'a pas été aussi facile que ça. Forcément. On s'est inspiré de quel modèle, en fait? Alors, pour comprendre les origines de la Z8, il faut remonter au salon de Francfort en 1955, au lancement du cabriolet 507. Celui-ci a été pensé par Max Hoffman, l'importateur américain de BMW, pour combler le trou entre les roadsters anglais et la très chère Mercedes 300 SL, aussi importée aux États-Unis par le même Hoffman.
Basée sur la plateforme de la 503, la 507 reçoit un V8 de 3,2 litres, développant 150 chevaux. Les lignes sensuelles ont été réalisées par Albrecht von Goertz, qui, après avoir travaillé pour Raymond Loewy, établira son propre bureau de style en 1953, celui-là même qui tentera plus tard de s'approprier le design de la Nissan Z originale. Hoffman pensait pouvoir en écouler 5000 par année au prix de $5 000. Malheureusement, la production démarra difficilement et les premiers exemplaires arrivés sur le continent américain seront plutôt facturés $9 000, signant l'arrêt de mort quasi instantané du modèle. La 507 sera commercialisée de 1956 à 1959. Même le nom d'Elvis Presley figurant sur la liste des propriétaires n'arrivera pas à la rendre populaire et seulement 254 exemplaires seront fabriqués, comprenant un prototype et 2 châssis transformés en véhicule concept. Elle causera des pertes colossales pour BMW qui n'en avait vraiment pas besoin à cette époque. Bon, pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'inspirer de cette voiture-là pour créer un nouveau modèle? Alors, avance rapide au mois de mai 1993 au château de la Messardière, proche de Saint-Tropez, dans le sud de la France. Toute la direction de BMW est là pour fêter le départ à la retraite d'Eberhard von Kuenheim. Ce dernier est à la tête de la marque depuis 1970. Sous son administration, BMW a connu une croissance incroyable et est devenue une compagnie réputée mondialement. En son honneur, on a fait venir les modèles introduits sous sa direction, plus quelques autres, dont une 507, histoire de pimenter un petit peu les choses. En tournant autour, Bernd Pischetsrieder, le successeur de von Kuenheim, et Wolfgang Ritzel, responsable du développement, admirent les lignes du cabriolet et pensent qu'il faudrait en lancer une réinterprétation moderne. Nous sommes alors au début de la vague du rétro-design. De retour à Munich, Chris Bungle, qui est à la tête du design de BMW depuis 1992 après avoir travaillé chez Fiat, se voit confier ce projet. Il demande à quelqu'un de son équipe de se porter volontaire. Henrik Fisker livra la main. Ce Danois d'origine est entré chez BMW en 1989. Il ira ensuite œuvrer chez Aston Martin en 2001 avant d'échouer à 2 reprises à fonder sa propre marque automobile. Mais le projet s'est pas fait nécessairement comme on le pensait. Là. Alors non, ce n'est pas un projet officiel et donc il n'a pas de numéro de code et ne passe pas par les canaux habituels. Fisker peut faire ce qu'il veut. Il entrevoit plus une évolution qu'un hommage, un peu à la manière de la 911 qui a continuellement été développée au fil des années. Les 5 ingénieurs qui travaillent avec lui conçoivent une nouvelle plateforme avec un châssis principalement composé d'éléments en aluminium extrudé et les trains roulants de la AM5 E39. L'intérieur, quant à lui, est signé par Scotty Lampert. La direction s'enthousiasme devant les premiers dessins et le programme est officiellement approuvé. Les premiers prototypes commencent à être évolués en 1996. Le concept Z07, Z pour Zukunft, soit futur en allemand et 07 en hommage à la 507, est dévoilé en octobre 1997 au salon de l'auto de Tokyo, le même salon où Mercedes présentera son concept Maybach. La réaction positive unanime finit de rassurer BMW. Bon, il y a eu un modèle final, là, le modèle de production. Ça a été présenté quand? Au salon de l'auto de Francfort en 1999. Sous la carrosserie en aluminium se cache le V8 S62 de 4,9 litres de la M5 produisant 400 chevaux. Il est couplé à une transmission manuelle à 6 rapports. Le bloc moteur est placé en retrait de l'essieu avant, ce qui autorise une répartition du poids proche de l'idéal, 50,8% versus 49,2% à l'arrière. Si l'essentiel des suspensions provient de la M5, le boîtier de direction à recirculation de billes laisse sa place au système à crémaillère du X5. Malgré l'utilisation intensive d'aluminium, la Z8 affiche 1585 kg sur la balance, ce qui ne l'empêche pas d'atteindre les 250 km/h, vitesse limitée électroniquement, et d'abattre le 0 à 100 en 4 secondes 7. Le magazine Road & Track mesurera 0,92 G d'accélération latérale. Le châssis et la carrosserie sont fabriqués et peints à l'usine BMW de Dongelfing, puis sont envoyés à l'usine de Milbertshofen à Munich, là où ont été produits les cabriolets Z1, où l'assemblage final est essentiellement réalisé à la main. BMW estime qu'une Z8 prend 10 fois plus de temps à construire qu'une BM série 3. Bon, c'est moins pire qu'une Cadillac LNT, mais c'est quand même assez complexe comme processus. Oui. La Z8 est finalement arrivée en Amérique du Nord, mais un peu plus tard. Oui, pour le millésime 2001. Elle est affichée $195 000 au Canada, ce qui la place dans la gamme de prix de la Ferrari 360. La Z8 est relativement bien équipée, intérieur en cuir, capote électrique, toit dur amovible de couleur carrosserie, siège chauffant, système de son Harman Kardon avec chargeur 6 CD et navigation, ainsi qu'un téléphone cellulaire Motorola.
Au lancement, 4 couleurs sont proposées, gris, argent, noir, bleu, topaz et rouge. La dernière année, un gris Stratus sera ajouté. Mais il est toujours possible de choisir une couleur personnalisée alors que les clients européens ont droit à une rare finition 2 tons. La Z8 se distingue aussi par l'expérience client. Chaque auto est vendue avec un modèle réduit au 1/18e et un livre personnalisé comprenant le VIN de l'auto, des photos de la production ainsi que des échantillons de peinture et de cuir. Les futurs propriétaires peuvent prendre livraison de leur véhicule au siège social de BMW, à Munich. Un tour d'Europe est proposé en option, ou bien au centre de performance à Spartanburg, en Caroline du Sud. De plus, un cours de conduite est aussi inclus dans le prix. Enfin, au lancement, BMW garantit la disponibilité de pièces pour 50 ans, histoire de rassurer les acheteurs. L'accueil de la presse est enthousiaste. Elle salue l'audace de BMW de lancer un tel modèle et apprécie les lignes et les performances de l'auto proches de celles d'une Ferrari 360. Par contre, elle est plus critique sur la direction, les suspensions un peu trop fermes et sur l'absence d'un différentiel arrière à glissement limité. Plusieurs propriétaires feront installer par après un différentiel Quaife. Et puis, il y a le lien, comme tu le disais, avec James Bond, où la Z8 est la vedette automobile de Le Monde ne suffit pas ou The World is not enough. Bref, tout est là pour garantir le succès. Mais le succès ne sera pas nécessairement au rendez-vous, c'est ce qui est ironique. Et moi, je trouve ça un peu spécial parce qu'aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, cette voiture-là vaut son pesant d'or auprès des collectionneurs, alors que tu la comparais tantôt à une Ferrari 360 qui, elle, a vu sa valeur chuter par rapport à sa valeur initiale, ce qui est le contraire de la Z8. Bah, je pense que c'est justement la rareté, l'échec. On peut pas parler d'échec commercial, mais les mauvais résultats de vente qui ont fait que le véhicule est devenu rare et donc plus intéressant. Plus intéressant, sauf que, si tu me permets, c'est une époque où les voitures ont très mal vieilli. Ouais. Prends la Thunderbird, prends beaucoup de véhicules à la mode rétro de cette époque-là. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus recherché. Esthétiquement, la Z8 a beaucoup mieux vieilli. Ça, c'est Fisker. Mais on peut reprocher beaucoup de choses à Fisker, mais en termes de coup de main, en termes de design, même les produits Lotion et tout ce qu'il a fait récemment, c'était quand même très intéressant. Ouais. Et donc, comme on le disait, les ventes ne sont pas à la hauteur des attentes de BM, qui transfère le projet au préparateur Alpina en juin 2002 pour la production des derniers exemplaires. La Z8 est sérieusement retravaillée avec un esprit plus grand tourisme. Le V8 S62 cède sa place à un M62 de 4,8 litres revu par Alpina et donné pour 375 chevaux. La boîte 6 manuelle devient une automatique 5 rapports. Les suspensions sont adoucies. Les roues passent en 20 pouces. L'intérieur est lui aussi révisé. Ajout d'un indicateur de rapport, cadran à front bleu, nouveau cuir, bouton de sélection de vitesse au volant et plaque avec le numéro d'exemplaire. La production de la Z8 s'arrête chez BMW en novembre 2002 et chez Alpina en octobre 2003. Au final, seuls 5703 Z8 seront produites, 5148 BMW et 555 Alpina. Sur ce total, 2543 finiront en Amérique du Nord, dont 450 Alpina. La couleur la plus populaire a été le gris argent, bien sûr, on s'en doute, suivi du noir, du bleu, du rouge et du gris Stratus, vendu à seulement 196 exemplaires. Enfin, 124 exemplaires ont reçu une couleur personnalisée, ainsi que 19 avec un fini 2 tons. Pas assez sportive pour les uns, pas assez grand tourisme pour les autres, la Z8 n'a pas su vraiment trouver sa place malgré des lignes extrêmement aguichantes. Mais le coup de génie de BMW est d'avoir pensé l'auto comme un futur classique. Malgré une production d'à peine plus de 3 ans, elle est, comme tu viens de le dire, très recherchée sur le marché de la collection. Comme on dit, classique un jour, classique toujours. Et il n'est pas impossible que dans 20 ans d'ici, on choisisse de la relancer, comme on a fait avec la Z8 par rapport à la 507. Donc, rendez-vous en 2045. Électrifiée avec 1500 chevaux. Ouais, c'est ça. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Messieurs, bilan des ventes de 2024, 10,1% d'augmentation de ventes par rapport à 2023. On n'en est pas particulièrement étonné, mais on est étonné de la façon dont ça s'est fait. Parce qu'il y a beaucoup de constructeurs, et c'est pas nécessairement ceux auxquels on s'attendait, qui se sont démarqués. Et là, je pense à Nissan,
qui est dans la small à l'échelle mondiale, 13,6 d'augmentation de vente par rapport à 2023 sur le marché canadien. Mazda, 23,2 d'augmentation de vente. Wow. Et ça, c'est en grande partie dû au succès du CX-90. Subaru, 23,8 avec 68 000 unités vendues. Et comme tu le disais, Volkswagen, c'est le constructeur qui a connu la hausse la plus forte en pourcentage. Et là, évidemment, je fais fi des marques qui vendent quelques centaines de véhicules par année. Là. On parle des constructeurs mainstream. Là. 81 742 véhicules vendus en 2024 au Canada, avec 28,2 d'augmentation de vente. C'est quelque chose. Là. C'est vraiment au Canada, parce qu'à l'extérieur du pays, Volkswagen, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien compter du tout. Sur d'autres marchés qui ont autant de succès. Là. Et là, vous allez voir passer probablement dans les prochaines semaines des publicités de Ford qui vont dire que Ford est la marque la plus vendue au pays. Mais comprenez que Ford est la marque la plus vendue au pays, mais que ce n'est pas Ford qui vend le plus grand nombre de véhicules au pays. La nuance est importante parce que Ford et Lincoln en combiné, on a vendu 278 571 véhicules et de ce nombre, 133 000 sont de la série F. Alors, 16,2 d'augmentation de vente chez Ford cette année, c'est colossal compte tenu du volume. Ouais. Mais General Motors a vendu 16 000 véhicules de plus et 294 315 véhicules vendus par GM pour une augmentation de 11,9 par rapport à l'année passée. Alors, GM s'est très bien défendu. Hyundai est passé devant Honda avec quelques milliers d'unités seulement. Alors, 138 755 Hyundai ont été vendus contre 135 692 Honda. Chez Hyundai, c'est 13,5 d'augmentation de vente. C'est pas vilain, mais chez Honda, c'est 8,9 dans un marché qui a augmenté de 10,1, il faut le souligner. Alors, ce sont des chiffres qui sont... il faut comprendre que les chiffres que je vous donne, ça comprend Hyundai et Genesis, et les chiffres de Honda, ça comprend aussi Acura. Alors voilà. Puis évidemment, le grand perdant, c'est Stellantis. 129 945 véhicules vendus. Ça, c'est moins de véhicules que Honda et que Hyundai. Faut le faire, là. Alors, 129 945 véhicules vendus à travers toutes les marques, là. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat. Alpha. Et Alfa Romeo, mais ça exclut Maserati. Bon, c'est des chiffres symboliques. Ça va. Mais les marques qui ont souffert le plus, c'est Ram, évidemment, 21,2 de baisse de vente dans un marché qui a augmenté de 10,1 wow. Et chez Jeep, 20,4 de baisse. Alors, ce sont les deux vaches à lait du constructeur et les deux ont mangé une volée. C'est quand même pas rien. Si on regarde ce qui s'est le plus vendu chez les constructeurs, du côté de chez Ford, évidemment que la série F, c'est particulièrement bien défendu, 133 000 véhicules, mais chez Ford, un peu partout, on a des augmentations de vente, même chez Lincoln. Alors, le Lincoln Aviator, 25 d'augmentation de vente. Le Corsair, 41 Le Nautilus, 53 Donc, ceux qui pensaient que Lincoln était mort, là, il y a une relance qui se fait avec cette marque-là. Le respirateur a fonctionné. Le respirateur a fonctionné. Le Mach-E, et j'ai vu passer ça cette semaine, là, des gens qui disaient vous voyez que les gens ont un cœur vers l'électrique. Il s'est vendu 3 fois plus de Mach-E que de Mustang à essence. C'est pas la même vocation, les amis. Non. C'est peut-être le même nom, mais... Comparez pas des... Un utilitaire avec une sportive, là, en partant, c'est boiteux. Là. Mais n'empêche, 10 658 Mach-E qui ont été vendus, 31 000 Escape. Ça, c'est un gros saut. C'est 58 d'augmentation de vente pour l'Escape et 45 pour le Bronco. Donc, Ford en fait, on a rendu des véhicules disponibles parce que même la camionnette Maverick, on avait de la misère à avoir de la disponibilité. Tu vois, ça a monté de 13,3 On fournit. On fournit à la demande. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle.
Bon, GMC, Chevrolet, ça a été très, très nez à nez au niveau des pick-up, là, parce que c'est 1,1% d'augmentation de vente les camions Chevrolet et GMC pleine grandeur par rapport à l'année passée. Et on peut considérer ça comme une régression parce que, évidemment, le marché a monté de 10,1%. La série F, c'est 8,6% d'augmentation de vente. Fait qu'on est à peu près nez à nez avec le marché. Chez Honda, ben, on est passé en tête de liste des voitures compactes. Alors, on a redépassé Toyota, qui n'a pas de voiture à livrer, là, essentiellement. Si vous voulez vous acheter une Corolla demain matin, vous allez l'attendre longtemps. Alors, on a vendu autour de 26 000 Corolla et 31 000 Civic l'année passée. Le CR-V, toutefois, demeure bon deuxième à 55 000 unités, 6,2% d'augmentation de vente. Mais vous allez voir tantôt les chiffres du RAV4, c'est incroyable. Chez Hyundai, ben, on s'est distingué beaucoup avec le Kona, là, évidemment, 33% d'augmentation de vente, mais ça comprend quand même les modèles électriques, là. Ouais. 30 000 unités tout juste qu'on a vendues. C'est le véhicule le plus vendu de son segment, mais tout juste derrière la Crosstrek à 28 000 unités. Et là, il n'y a pas d'électrique. Fait que si tu compares essence pour essence, Subaru est en avant. Ioniq 5, je le disais plus tôt, 13 484 véhicules vendus. Genesis, c'est rien d'impressionnant. Alors ça me surprend. Il y a beaucoup de véhicules qui sont en baisse drastique de vente et le seul qui s'est vraiment démarqué, c'est le GV70 et le GV80. Parce que sinon, toutes les voitures sont en chute libre. Écoute, on a vendu 22 G90. Fait que, 22 G90, ouais. Mais c'est plus que le nombre de Maserati Quattroporte qu'on a vendu cette année qui est à 10. Alors, ça peut vous rassurer. L'an prochain, il va avoir plus de portes sur le char. C'est ça. On parlait de voitures rares avec la Z8. Je suis pas sûr que l'effet fonctionne avec la Quattroporte. C'est ça. Non, exactement. Petite statistique un peu intéressante. Le EV9 s'est vendu à 4500 copies en 2024. Une augmentation de vente de 10 880% par rapport à 2023. Mais. C'est ça. Oui, mais. C'est des statistiques qui n'ont pas d'allure. Hein. Mais Kia, on est au calme plat. On est 2% d'augmentation de vente. Alors, c'est un petit peu décevant. Land Rover, 21% d'augmentation de vente. Le Defender. Defender. Mais tu vois, Maserati, on est à moins 32 et on vendait déjà rien. Donc, on a vendu 611 véhicules au pays tout entier. C'est une marque vraiment sur le respirateur artificiel. La Mazda 3 est en baisse légère, 5,3%. Alors, 10 000 unités vendues. Ça, c'est pas surprenant dans le contexte actuel. Non, c'est ça. Mais... on va les chercher dans les utilitaires. CX-30, 32% d'augmentation. Le CX-5 qui est vieillissant, 7,9%. CX-50, c'est 88% d'augmentation de vente. Valeur sûre. Mais le CX-90, bon, évidemment, lui, s'est distingué. Les Allemands n'ont vraiment pas bien fait. Hein? Autant Audi, BMW que Mercedes, on est en baisse d'à peu près 5% partout dans un marché qui a monté de 10%. Alors, ça va pas très bien pour les Allemands, bon, exception faite de, bien sûr, Volkswagen, là, qui est dans une classe à part. Au Canada. Mitsubishi Motors, 9% d'augmentation de vente, mais évidemment, pour moi de vous dire que c'est le PHEV qui a été le plus populaire. 14 000 unités du Outlander PHEV. Ah oui. C'est du stock, là. Bon, Infiniti, il y a une augmentation de vente, mais c'est symbolique. Mais Nissan, je le mentionnais tantôt, 13,6%, juste la marque Nissan, c'est quand même pas rien. Et je regarde le Kicks s'est vendu à 20 000 unités, le Rogue à 32 700 unités. Il y en a des gens qui aiment ça, les 3 cylindres. C'est quand même assez fascinant. Bon, puis là, on arrive chez Chrysler. Ouais. On respire. Alors, c'est drôle parce que chez Fiat, on a une augmentation de vente de 2760%, mais on n'avait rien l'année passée. Fait qu'on a vendu 1275 Fiat 500. C'est pas du gros volume. C'est pas du gros volume. C'est 100 autos par mois sur tout le pays. Puis tu sais, je regarde là...
on est partout, là, on est en baisse. Wrangler, moins 25%. Wagoneer, moins 50%. Renegade, moins 63%. Gladiator, moins 26%. Cherokee, mais ça, il n'existe plus, moins 80%. Le Compass a vu ses ventes augmenter parce qu'on a baissé les prix et qu'on l'a rendu disponible, là. Les camions Ram, de façon générale, 24,3%. Chez Dodge, il y a le Durango, qui a eu des ventes en augmentation de 21%. Ça aussi, c'est clairement une question de disponibilité puis de fleet. Mais c'est du moins gros chiffre partout, là. C'est vraiment, vraiment fascinant. Subaru s'est bien défendu. 23,8% d'augmentation de vente. Et on a quand même vendu 2468 Solterra. Il y a des gens, tu sais, bon... Forester, pour une fois, ouais, c'est ça. Crosstrek, 28 000 copies. Forester, 16 000. Outback, 11 000. Alors, c'est là qu'on se situe. L'Impreza, ben, il y a des ventes en augmentation parce que le modèle a été modernisé, mais c'est 3 200 unités. Fait que c'est rien d'impressionnant. Tesla Model 3, 18 186 unités. Modèle Y, 33 140. Et en un mois à peine, au Canada, on a vendu 1977 Cybertruck. Wow! Faut le faire, là. C'est pas mal quand même. On a vendu 3 fois plus de Cybertruck en un mois au pays que de Maserati en un an au complet. Ouais. Lexus baisse de 5%. Alors, tu sais, c'est une marque qui va bien, mais là, on est en ralentissement, là. On a l'impression que les gens... Pourtant, on a lancé tout plein de produits. Oui, mais on n'est pas dedans dans l'électrique. Ouais. Puis dans le créneau des véhicules de luxe, il y a beaucoup de marques où on propose de l'hybride rechargeable et de l'électrique. Et chez Lexus, on ne se défend pas très bien de ce côté-là. Mais tu disais Audi, Mercedes, BMW ont des difficultés aussi. Est-ce que le segment du luxe est pas un petit peu en légère difficulté? Moi, j'ai l'impression que ça tend vers ça tranquillement parce que, oui, il y a des marques de luxe où on se défend un peu mieux que d'autres, mais de façon générale... Le coût de la vie commence à fesser là, au pays, peut-être. Regarde. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient justement des modèles de luxe d'entrée de gamme qui ont fait le saut vers des électriques de marque généraliste. Alors, combien de gens, par exemple, conduisaient un Acura RDX et ont décidé d'aller s'acheter un RAV4 Prime ou un Equinox V? Ça, il y en a eu, là. Ouais, ça a du bon sens. Ouais. Bon, Toyota, c'est drôle parce que dans le segment de la berline intermédiaire, il s'est vendu cette année au Canada 30 000 voitures. Aux États-Unis, il s'est vendu 300 000 Camry. Fait que c'est juste pour te donner une idée. Juste des Camry, là. Et la Camry, c'est 33% du marché canadien dans son segment. Mais si tu prends la Camry et la Prius, c'est plus de 50% des ventes du segment au complet. Fait que Toyota domine largement ce segment-là. Et quelle était la troisième voiture la plus vendue après la Camry et la Prius? La Malibu. Ah, ouais. Ça, on en avait parlé déjà. Ouais, la Malibu qui disparaît. 4500 copies, l'Accord 3000. Tu sais, l'Accord, on fait aucun effort. Puis moi, j'ai un ami qui s'est intéressé à cette voiture-là, il est allé chez le concessionnaire, le taux était usuraire, il n'y avait aucune offre. Il est reparti avec une Civic. On fait tout pour pas la vendre. C'est vraiment, c'est dommage parce que c'est une voiture fantastique, mais on fait tout pour pas la vendre. Mais il y a des véhicules chez Toyota qui se vendent moins bien. Je regarde la Berlin Crown, 739 unités. Ouais. Il y a quand même la Mirai qui a eu droit à une augmentation de vente de 62%. On en a vendu 26 au pays. Ouh là là. Parce qu'il y a des gens qui roulent à l'hydrogène en Colombie-Britannique. Corolla Cross, ça s'est bien vendu. Et le RAV4, 77 500 unités. C'est une augmentation de vente de 3,8% par rapport à l'année passée, mais le véhicule vieillit, là. On parle d'un modèle qui est extrêmement vieillissant. Et là, vous allez dire, oui, on combine les chiffres de vente du RAV4 Prime, de l'hybride, du régulier. C'est correct. Ça reste un RAV4. Ça reste un RAV4. C'est toute la même chose, là, en termes de design. C'est vraiment, vraiment impressionnant de voir à quel point on liquide ce modèle-là parce que ça représente, c'est pas compliqué, là, si vous prenez Toyota au complet, c'est 209 000 véhicules, là, mis à part Lexus.
Et de ce nombre, 77 000, c'est des RAV4. Plus du tiers. Fait que c'est plus du tiers avec un seul modèle. Chez Toyota, qui est un constructeur qui en propose plus d'une douzaine. Là. Ouais. C'est une clientèle très fidèle aussi, qui l'ont attendu aussi. Ça n'a pas été toujours disponible comme véhicule. Il y a eu les problèmes avec le Cablegate, etc. Je pense que les gens ont attendu puis voulaient un RAV4. On parle avec ces gens-là souvent dans les salons de l'auto. Ah, je vais l'attendre le RAV4, je vais l'attendre le RAV4, même si c'est long dans les dernières années. Maintenant, ces gens-là ont pris livraison de leur véhicule. Ouais. Bon, Volvo, rapidement, 4,2 d'augmentation de vente. Donc, on est à peu près à la même place que l'année passée, considérant que le marché a bougé un peu. Mais Volkswagen, je termine avec ça, 28,2 d'augmentation. Et la Golf R, 185 d'augmentation. La GTI, 28 la Jetta, 44 Qui l'eût cru? C'est un marché qui est en dégringolade, là. Les Atlas, respectivement, et Crossport, 22 et 24 d'augmentation. Bon, le ID4, 30 puis ça aurait pu être 100 si on avait pu en vendre dans les derniers mois. Taos, 20 000 copies, 29 d'augmentation. Et le Tiguan, qui était vieillissant, 8,6 d'augmentation à 18 000 unités. Fait que chez Vaux, là, il n'y a aucun véhicule qui s'est moins vendu que l'année passée. Puis c'est pas parce qu'on a un parc particulièrement impressionnant. Là. Non. Il s'est vendu 117 ID Buzz dans les 2-3 dernières semaines de 2024 parce qu'évidemment, le véhicule n'était pas disponible avant ça. Ouais. Alors, 1 610 000 véhicules qui ont été vendus sur le marché canadien en 2024. On va la sauver, la planète. Moi, j'ai une petite question pour toi. As-tu les chiffres de Jaguar? Oui, j'ai les chiffres de Jaguar. Je te donne... Écoute, je suis passé par-dessus parce qu'évidemment... et là, vous aurez compris que je tourne mes pages. Hein, je ne les connais pas tous par cœur encore. Jaguar a vendu quand même 13,8 plus de véhicules que l'année passée à 1272 unités. Et de ce nombre, 972 sont des F-Pace. Le reste, c'est ce qui traîne. Mais des E-Pace... Ah, un E-Pace, il s'en était vendu 22 en 2023. On en a vendu 74 en 2024. 236 d'augmentation de vente. Écoute, de quoi relancer le constructeur? C'est parti. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Oui, Philippe, j'ai fait un exercice dans les derniers jours de comparaison de prix et de promotion sur les véhicules électriques 2024 restant sur le marché. Et pour moi, l'Aria, que tu as mis à l'essai durant le temps des fêtes, ça n'a jamais été une offre alléchante. Je l'ai toujours trouvé trop cher, ce véhicule-là. Mais quand tu vas sur le site de Nissan en ce moment, les rabais vont jusqu'à 5 500 $. Les taux sont agressifs. On veut les liquider. Et quand tu commences à comparer les prix avec la compétition, ben là, tu te rends compte qu'au final, c'est pas si mal. Parce que c'est pas un produit excitant, mais c'est un produit qui était surtout trop cher par rapport à la compétition. Et en ce moment, c'est pas mal moins vrai que c'était. Sauf que toi, tu l'as conduit dans le temps des fêtes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, comme tu dis, j'ai booké ce véhicule-là précisément parce qu'on nous demande de plus en plus, les lecteurs nous écrivent et disent, ben, maintenant qu'il y a cette offre-là, est-ce que ça vaut la peine? Maintenant qu'il y a cette offre-là, ce taux-là, est-ce que ça vaut la peine? Puis on se doit de réessayer les véhicules pour voir, ben, à ce prix-là, qui est plus alléchant maintenant avec l'Aria, comme tu l'as mentionné, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour le véhicule? Moi, je trouve que, honnêtement, là, comme produit en tant que tel, confortable, spacieux, c'est un bon format. Beaucoup d'espace, ouais. Beaucoup d'espace, le plancher plat, ça donne beaucoup de bien. C'est très aménageable là, comme véhicule. Direction tellement précise. Je suis pas arrivé là encore. Une finition qui est très correcte là, pour Nissan, ça fonctionne. Le système de faux divertissement, il n'y a pas de problème avec ça nécessairement. Bon, il y a les boutons là, dans la planche de bord qui demandent un petit peu de rappel haptique qui marche une fois sur deux. Là. On s'habitue, mais c'est quelque chose de spécial. Ça rentre dans le design du véhicule. Je trouve j'aime beaucoup les sièges là-dedans. Les sièges sont extrêmement confortables à l'avant comme à l'arrière. J'ai fait beaucoup de distance avec le véhicule. Et puis... beaucoup d'arrêts au puits aussi. Beaucoup d'arrêts au puits, on va en parler. Un véhicule très confortable, puis somme toute polyvalent là, dans l'essai que j'ai fait. Il se décline en plusieurs versions. On a les versions à traction, roue motrice avant, all-wheel drive, etc. Je mets ça sur pause 2 secondes.
C'est quoi l'idée d'appeler ça Engage, Evolve plus, ouais, Platinum plus, Evolve moins? Ouais, il faudrait demander au département de marketing chez Nissan pourquoi qu'on nous donne une line-up aussi compliquée. Quand on l'a lancé, on a complètement échappé la chose. Ouais. Là, on a révisé un peu la gamme pour s'allier à ce qu'on propose aux États-Unis. Là. Ouais. Mais au début, là, c'était un foutoir épouvantable. Ouais. La gamme de produits, tout le monde était mêlé. C'était pour la décliner le plus possible et montrer qu'on avait le plus possible de modèles dedans. Évidemment, celui que j'ai essayé, c'est le Evolve Plus avec l'ensemble Platinum. Donc le plus cher. Le véhicule le plus cher. Mais tu sais, ça commence à 52 000 $, je pense, un Aria à roue motrice avant. En fait, et celui-là va se rendre jusqu'à 73 000 $. Là. Donc, moins les rabais. Moins les rabais, ça veut dire que tu es à peu près à 67. Exactement. Mais admissible au crédit. Admissible au crédit, oui, en ce moment. Ouais. Donc, c'est quand même, tu sais, somme toute un véhicule performant. Là, on a quasiment 400 chevaux. L'autonomie prescrite, là, c'est 428 km parce que j'avais l'ensemble Platinum, donc des roues plus grosses, tout ça, etc. C'est sûr que on est déçu avec l'Aria un petit peu parce qu'on s'attendait de Nissan d'un nouveau produit qui allait remplacer la Leaf qui était à l'avant-garde là, des voitures électriques en son temps. On a mis trop de temps. On a mis beaucoup trop de temps à le mettre et puis la technologie, c'est un véhicule qui consomme beaucoup. Tu sais, j'ai vu du 32 kWh au 100 km. Il a fait fret, là. Il faut le dire, là, il a fait froid. Ouais. Tous les véhicules consommaient beaucoup plus que sur papier. Puis pour vous donner une référence, moi, j'ai fait un Montréal-Québec le 22 décembre pour aller présenter le ID Buzz à Salut Bonjour. Oui, puis j'ai roulé à 33 kWh par 100 km à 105 là, sur l'autoroute. Ouais. Mais probablement que tu as vécu la même expérience que moi. C'est donc bien le fun de chercher une borne de recharge dans le temps des fêtes. Alors, on a tellement vendu de véhicules électriques dans les 3 derniers mois que là, ça fait la file. On en des vient à ça, 7 autos par borne qui attendent. Il fallait pas trop être pressé. Il fallait recharger à la maison, évidemment. Puis, sur la route, pour aller voir la famille, etc., il y a eu des temps d'attente ou des changer de borne ou aller ailleurs où la borne maintenant, elle était disponible sur l'application. Elle ne l'est plus. Ce que j'ai aimé de l'Aria, c'est que... Je me permets aussi de lever la main, excuse-moi de te couper, Louis, mais je me suis finalement chargé à Trois-Rivières dans une borne couche-tard parce que toutes les bornes du réseau électrique, du circuit électrique étaient soit occupées avec de longues files d'attente, sinon inactives. J'en ai même vu une où il y avait une remorqueuse devant une borne parce que on était en train de décharger un véhicule qui était tombé en panne sur la route, qui avait manqué d'autonomie. Bref, tu sais, c'était... Mais pour recharger, pour aller chercher 300 km d'autonomie avec le ID Buzz, ça m'a quand même coûté 34 $. C'est pas gratuit recharger un véhicule électrique. Surtout sur si c'est chez vous, c'est une chose, mais sur la route... La tarification chez Couche-Tard avec les bornes de 180 kW est particulièrement dispendieuse. Mais je trouve que moi, j'ai chargé avec ces bornes-là. Justement, j'ai fait un test avec l'Aria parce que l'Aria te permet de réchauffer la batterie, de préconditionner ta batterie de manière manuelle. Donc, dans le... de manière très rapide dans le système d'infodivertissement. Quand tu dis de manière manuelle, si tu réchauffes la batterie. C'est ça. Mais en fait, c'est ce que je me dis, là, le nom de dépanneur pour Couche-Tard, il a jamais été aussi approprié que maintenant, parce que là, c'est vraiment du dépannage. On se couche tard parce qu'on charge longtemps, c'est ça que tu es en train de dire? Non, mais dépanneur, là, c'est vraiment... Là, ça dépend, mais tu vas te coucher tard. Fait que j'ai fait le test avec l'Aria sans préconditionner ma batterie, et puis on a obtenu une vitesse de recharge qui était très modeste à 22 sur une borne de 180, et avec le préconditionnement, c'était 77. Donc, quand il fait moins 20 dehors, c'est pas si pire que ça. Avec ce véhicule-là, c'est un avantage de pouvoir dire, je m'en vais recharger, je suis capable de réchauffer ma batterie et d'avoir une vitesse plus rapide. C'est sûr que au fur et à mesure de l'essai, je stationnais ça à l'intérieur, puis le lendemain, l'ordinateur avait compris qu'il faisait froid dehors, avait compris tout ça, donc mon autonomie diminuait, même si je partais à 13 degrés Celsius dans le garage, je partais avec 348 km d'autonomie au compteur à 100%. Donc, c'est sûr qu'on voit que l'ordinateur s'adapte et dit attends-toi pas d'en avoir beaucoup aujourd'hui parce que ça va pas bien, puis ta dernière consommation est prise en ligne de compte. Donc ça a été c'est un véhicule qui
tu sais, en tant que char, ça va très bien. C'est juste que je trouve que la technologie électrique pourrait être un petit peu plus évoluée pour que ce véhicule-là soit vraiment compétitif. Par contre, eu aucun problème avec, là. Tu sais, j'ai eu plus de problèmes avec les bornes de recharge qui fonctionnaient pas qu'avec le véhicule en tant que tel. Donc, quand même, un bon essai pour moi, même si c'était hivernal et à moins 20. Ben, puis l'Aria, évidemment, c'est un véhicule qui a été lancé un peu sur le tard pour Nissan, mais qui a été lancé un peu prématurément par rapport au Murano, qui lui a été lancé beaucoup plus tard. Et là, c'est drôle parce que on a l'impression que l'Aria, sur le plan technologique, c'est correct, mais c'est pas révolutionnaire. Et que le Murano a payé pour l'arrivée d'un Aria qui, lui aussi, est arrivé trop tard. Donc, il y a du temps à rattraper chez Nissan. Mais là, on va arriver en 26 avec une nouvelle génération de Leaf. Et ça, j'ai très hâte de voir ce qu'on va mettre sous le plancher de la Leaf. Parce que je sais que ça va devenir un petit VUS. Là. Ça va essentiellement venir rivaliser un Kona puis une Niro EV, quelque chose comme ça. Là. Mais Nissan va avoir appris de toutes sortes de ses erreurs, la fabrication, le développement de l'Aria. Qu'est-ce qu'on a... Ce qui est quand même dommage parce que c'était un pionnier au départ. Exactement, qu'est-ce que je disais tantôt. Là, c'était avec la Leaf, c'était à l'avant. Là, donc maintenant, je pense qu'on a beaucoup de pression à faire un gros produit avec la Leaf. Là. Moi, j'ai trouvé que Nissan avait lancé le premier véhicule de masse électrique sur le marché en 2011, comme Honda avait lancé la première hybride en 99 sur notre marché. Puis Honda a laissé aller ce marché-là pour le donner à la compétition, un peu ce que Nissan a fait aussi avec l'électrique. Et là, on essaie de se rattraper, comme Honda essaie de se rattraper dans l'hybride, mais c'est pas gagné d'avance. Il y a énormément de compétition. Écoute, c'est pas le véhicule de l'année, l'Aria, on s'entend, mais au prix où il est offert présentement... En ce moment, là, je trouve que ça peut être intéressant si on trouve un modèle équipé comme on le veut, puis avec l'autonomie qu'il est capable d'offrir. Moi, je m'en allais là, la version Evolve à traction avec la plus longue autonomie. Ça, je pense que c'est le modèle à retenir, à moins que vous ayez mordicus besoin d'un rouage intégral. Là. Mais ça va très bien. Là, mais vous allez aller chercher l'été près de 500 km. Ça commence à être un petit peu plus intéressant. En effet. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine et ça sera un spécial Salon d'Auto de Montréal puisque le Salon de l'Auto de Montréal aura lieu du 17 au 26 janvier prochain et on parlera des faits saillants de cet événement-là qui revient avec beaucoup plus de constructeurs qu'au cours des années passées, même s'il y a encore quelques absents. Merci tout le monde. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.